Bonjour à tous et bienvenue à la Taverne du Gamer. Ici Kira très fatigué, donc ça va sentir un petit peu dans ma voix. J'ai une semaine assez vénère, en compagnie de Sid, tout autant fatigué, car il a eu une semaine également assez vénère. Donc on va essayer de vous tenir éveillé pendant toute cette heure de podcast. Déjà on va commencer, tranquillou bilou. Comment ça va ? Qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine à part ton déménagement ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Écoute, j'ai déménagé. Donc là, je suis pas encore dans mon setup classique habituel, donc peut-être que ça va T'es dans tes toilettes. résonner un peu plus. Voilà, je suis entouré de carton et pas de mousse pour amortir le son, donc je ferai au mieux post-montage. Mais bon, vous vous doutez bien que c'est transitoire. Mais j'ai emménagé, c'est bon, je suis dans mon château, je suis très bien. Et en plus, j'ai fêté mon anniversaire, Kira, cette semaine, donc je suis très heureux. Et d'ailleurs, je vais demander un cadeau à nos auditeurs. Si vous pouvez mettre 5 étoiles et des petits commentaires pour mon anniversaire, je ne demande pas plus. Ce serait déjà très très bien. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau et j'ai eu la chance d'être gâté. Donc voilà, je suis ravi. J'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo évidemment parce que déménagement plus anniversaire, etc. J'ai eu une semaine perso assez chargée, mais c'était que du bonheur. Et toi, Kira, raconte-moi un petit peu. Alors moi c'est pareil, j'ai pas fait grand chose parce que tu le sais, je cours partout et donc entre le boulot et les rendez-vous d'après le travail, j'ai pas trop le temps de jouer. J'ai malgré tout continué Silent Hill F, donc je suis toujours dessus. J'avance pas énormément parce que je fais de la micro-session, mais j'arrive quand même. Et pour mes sessions du midi, je joue à Ghost of Tsushima, histoire de me remettre un petit peu en bouche pour préparer mon test qui précédera le test de Ghost of Yotei. Donc je me suis dit c'est l'occasion, j'avais envie d'y rejouer, donc je m'y suis remis. Malgré tout, j'ai fini Dexter Resurrection, qui était très très cool. Donc je vous prépare une chronique dessus, ça fait plaisir. C'est à mon sens, une des meilleures saisons de Dexter depuis le début. Donc voilà. Donc déjà, je tease. Et j'ai commencé une série que tu m'avais conseillée il y a longtemps, que j'avais jamais regardée sur Apple TV, qui s'appelle Blackbird. Ah oui, excellent Blackbird. Voilà. Donc j'ai regardé 3 épisodes hier soir et ça va être assez rapide à regarder. Cool. Donc je pense la finir assez rapidement. Vu que j'ai pas trop le temps de jouer, je regarde de la série télé, parce que ça me permet de bosser à côté sur mon PC. Donc je peux faire 2 choses à la fois, c'est plus facile en tout cas. Qu'est-ce qu'on a prévu cette semaine ? Parce qu'on a un gros sommaire. Il y a des news qui sont tombées comme ça un petit peu à la volée. Qu'est-ce qu'on a prévu ? 2 grosses actus. Donc on va parler d'Xbox qui flambe. La maison brûle. Je sais plus qui disait ça. Xbox qui pète un câble. Je crois que c'est Chirac qui disait la maison brûle ou je sais plus un truc. La maison, notre maison brûle. Donc chez Xbox ils peuvent dire pareil. Ça flambe et Electronic Arts aussi, les dollars sont flambés, mais pas de la même façon. Donc, on abordera le rachat d'Electronic Arts. Ensuite, tu vas nous parler d'Hell is Us, un Souls-like, mais un petit peu différent des autres. Mais pas du tout un Souls-like, d'ailleurs. Un petit peu différent, en effet. Justement. Et moi, Pokémon 2, le pouvoir est en toi. Enfin, je vais pouvoir la faire, je l'espère, cette chronique, cette semaine. Écoute, on est parti, le petit générique histoire de se mettre en bouche, et puis après on attaque sur la première news qui est Electronic Arts. Go. Il s'est passé quand même un gros truc cette semaine que personne n'a vu venir, et Electronic Arts, donc l'éditeur derrière FIFA, les Sims, je le présente quand même si c'est pas nécessaire, tout le monde connaît Electronic Arts, mais on sait jamais, et surtout Battlefield, qui arrive quand même bientôt, vient d'être racheté pour 55 milliards de dollars par un consortium mené par un fonds souverain saoudien, le PIF, alors moi je les appelle le PIF, est-ce qu'ils ont eu du PIF, on verra. La société Silver Lake et Affinity Partners, donc qui est fondée par Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump. Donc est-ce que ça va jouer ou quoi ? En tout cas, il faut le préciser. Ce rachat marque donc un tournant stratégique. Electronic Arts va sortir de la bourse en 2026, ce qui leur permettra de se concentrer sur ses titres les plus rentables. Donc sans la pression des actionnaires, bien sûr, et sans la pression des médias par rapport à ça. Le PDG, Andrew Wilson, reste en poste. Donc est-ce que ça sera un homme de paille ou pas ? Ça, on en débattra tout à l'heure. Et les franchises phares comme eSport FC, Apex Legends et les Sims sont au cœur de cette nouvelle stratégie. En même temps, c'est ce qu'il y a de plus rentable, car le message est clair.
EA va miser sur les jeux à fort rendement et à long cycle de vie, donc les Game as a Service. EA Sport FC qui génère des milliards grâce aux microtransactions. Apex Legends aussi a un système de saison qui rapporte beaucoup avec une boutique online. C'est un des seuls Battle Royale en fait qui tient quand même la route à l'heure actuelle. Et aussi les Sims, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais les Sims est devenu un jeu à service avec énormément de une institution, avec des défis à faire très régulièrement, et du coup forcément ils vont quand même se centrer sur ce modèle économique là. En attendant, ça soulève quand même 2-3 petites choses. Donc l'Arabie Saoudite renforce son influence dans le secteur du divertissement, déjà, après avoir déjà investi en partie Nintendo, SNK et Niantic. En plus, on a donc Jared Kushner dans le deal, donc les liens entre Riyad et Washington se resserrent aussi, mine de rien, de plus en plus. On est dans un contexte où le soft power devient un levier stratégique. Mais quels sont les risques à moyen terme ? Donc déjà, ça, c'est plus mon avis personnel. Une uniformisation des contenus, donc priorité aux jeux rentables, au détriment de la créativité et de la diversité. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont commencé à annoncer que les grosses expériences solo narratives ne seront pas leur priorité. Donc, quid ? C'est pas ce qui rapporte le plus. Voilà, tout à fait. Quid ? C'est plus des vitrines, en fait, on va dire, ce genre de jeu. Comme Sony. Donc, c'est ça. Quid du 3e volet de la trilogie Star Wars Jedi, ou alors même du nouveau Mass Effect qui est en plein en ce moment, en plein dev. Il y a aussi une crainte au niveau de l'influence politique, de game washing, où les jeux pourraient éviter certains sujets sensibles et critiques envers de nouveaux actionnaires. C'est vrai que l'Arabie Saoudite n'est pas réputée pour être le pays le plus ouvert et le plus tolérant du monde, donc à voir ce que ça va donner. Et aussi, c'est surtout, ça va être une poignée d'acteurs privés en fait qui contrôlent désormais une part croissante de l'imaginaire collectif mondial. Donc quand je dis imaginaire collectif mondial, je parle des entreprises que j'ai citées tout à l'heure. Et est-ce qu'au final, ce rachat ne serait pas qu'une opération financière, bien sûr, mais plutôt une reconfiguration du paysage vidéoludique mondial, en fait, où les enjeux économiques, culturels et politiques s'entremêlent, et où les jeux deviennent, mine de rien, de plus en plus un outil d'influence. On sait que l'Arabie Saoudite aussi est en train de financer le nouveau DLC d'Assassin's Creed Mirage. Donc c'est vrai que de plus en plus, il commence à être présent dans le secteur. Donc je t'avoue, je suis un peu pessimiste sur la partie créativité, on va dire, mais aussi sur la partie emploi, parce que souvent quand il y a des gros rachats comme ça, ils vont vouloir faire des économies. Donc ça implique des licenciements. Donc, je sais pas ce que t'en penses toi, mais voilà un petit peu mes griefs. Écoute, je partage ton analyse. Après, on sait que ce fonds souverain saoudien, depuis longtemps, cherche à se diversifier. Un fonds qui pèse 1000 milliards de dollars, donc c'est absolument astronomique. Il possédait déjà 9,9% d'EA. Ils ont aussi des parts chez Nintendo, Capcom, Embracer, Niantic, qui ont fait Pokémon Go. Donc ils s'étendent énormément, ils vont continuer de le faire. Là où moi je suis un peu plus inquiet, c'est la façon dont le rachat s'est fait. Donc c'est un rachat par LBO, donc un rachat avec effet de levier comme on dit plutôt chez nous, où ce sont des investisseurs, donc un gros fonds d'investissement ici tripartite pour le cas d'EA, qui crée une société, une holding qui rachète du coup d'autres sociétés, et les sociétés rachetées financent elles-mêmes leur rachat, le rachat de la dette via la rentabilité, via le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ce qui fait, ces entreprises qui sont rachetées, qui doivent eux-mêmes rembourser le coût de leur rachat, ça les met souvent en très grande pression financière. Ça les met en pression de ouf. Et les entreprises achetées par LBO, une des premières choses qu'il se passe généralement, c'est une réduction de coûts assez drastique. Et la première variable d'ajustement, c'est toujours les salariés. On sait qu'en plus, ils ont communiqué très vite sur l'intelligence artificielle, comme quoi ils allaient investir dessus. C'est leur objectif principal. Donc moi, c'est vraiment ce rachat avec effet de levier qui est préoccupant. On a des exemples européens de LBO qui sont assez rudes en termes d'un point de vue social. Donc j'espère que pour les équipes, ça va aller. Mais en tout cas, c'est assez agressif comme rachat. Là, pour le coup, on est quand même sur des entreprises qui ont de l'argent quasiment illimité.
et EA se porte bien. Donc ça, c'est pour le côté un peu plus positif. Mais ça pose question, en effet, tu parlais de Mass Effect, même BioWare au sens large. Quand on voit que le dernier Dragon Age n'a pas fonctionné, que un gros jeu AAA comme Mass Effect, ça coûte des ronds. Tu parlais aussi de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il risque de déléguer, on va dire, certaines tâches de fond, comme peut-être des écritures de dialogue PNJ ou des choses comme ça. Donc forcément, ça va jouer sur les coûts, et ça m'inquiète énormément. Ouais, carrément, et c'est légitime. Le point positif, la sortie du Nasdaq, ça c'est bien. En effet, tu l'as dit, il y a moins de pression de la bourse, il y a moins de pression des actionnaires. Et c'est bien parce que souvent, quand on est racheté par LBO, c'est pas forcément bien vu par les marchés. Donc, sortie en bourse, ça garantit plus de sérénité pour les actionnaires, pour le fonds d'investissement qui en plus, fonds d'investissement qui sera en partie décisionnaire. Donc pour BioWare, c'est compliqué. Enfin, moi, je suis plus inquiet pour ces studios satellites qui sont moins rentables, parce que pareil, avec du rachat par effet de levier, on cherche à très très rapidement rembourser une bonne partie de l'emprunt, rembourser une partie de la dette, parce que ça pèse très lourd sur le long terme, la dette à racheter. C'est 20 milliards, je crois, la dette. Ils ont financé à hauteur de 30 milliards, non, je crois. Non, ils ont financé 18 milliards sur les 55 milliards. Ouais. Ah oui, donc c'est dans l'autre sens. Et c'est JP Morgan, du coup, qui a suivi, qui a géré le dossier. Et donc, avec un remboursement qui va se faire très vite, avec des échéances à moyen terme. Donc, il faut en effet une rentabilité très rapide. Il faut casser les coûts de production rapidement. Donc, on veut pas être pessimiste, mais en tout cas, d'expérience. Et on a en France des holdings qui ont déjà fait des rachats en LBO, et on sait d'expérience, c'est pas quelque chose qu'on fabule, on sait d'expérience que c'est souvent très tendu socialement. Donc voilà, affaire à suivre. Moi, j'ai rien contre l'aspect plus image saoudien, etc. Ça, bon, on verra, hein, c'est de l'argent, tant qu'il y a de l'argent, tant mieux. Mais c'est plus sur cet achat agressif, tu vois, en LBO qui me préoccupe un petit peu. Surtout que tu connais, bon, sans divulgacher ton métier, tu es un peu dedans, hein, quand même, donc tu sais un peu comment ça se passe, ce genre de transaction dans des gros groupes comme ça. Après, c'est vrai que je m'y attendais pas, parce qu'Electronic Arts, ça reste quand même un acteur fort du marché qui tourne très très bien. Il y a qu'à voir ce que rapporte FIFA. Tout le monde pensait qu'après FIFA, ils allaient un peu se casser la gueule ou quoi. Pas du tout, hein. Clairement, ça n'a rien changé à leur vie. Et c'est du coup naturel qu'ils se concentrent sur FIFA, Apex et les Sims, qui sont leurs plus grosses sources de revenus. Donc ils ont tout intérêt à maximiser ça s'ils veulent rembourser à court terme. Oui, t'as raison, parce qu'il faut, encore une fois, quand on rachète en LBO, il faut une machine à cash. Il faut générer très très vite du revenu, très fort, oui, pour sinon, couvrir, comme tu disais, ça va impacter les employés. Quoi. Donc, d'un sens, encore une fois, l'aspect positif, c'est que c'est un fonds d'investissement richissime et une entreprise qui tourne très bien. D'un autre sens, on sait que ces achats très agressifs peuvent avoir des dimensions sociales très fortes. Donc, voilà, on verra quand on analysera ça sur la durée. J'espère que pour les salariés, ça ira. Mais en tout cas, point d'attention. Là-dessus, ça peut être dévastateur pour les collabs. Je te propose, Kira, de rester dans les gros sous. Toujours en plus sur c'est les gros qui font parler d'eux, parce qu'on parle ici de Microsoft, donc Xbox. Donc déjà, une refonte du Game Pass, une énième refonte, c'est pas la première. La dernière c'est la deuxième en 2 ans, je crois. Oui, tout à fait, en termes de renaming. On en avait parlé là. Ouais, je commence par ça. En effet, donc le Game Pass Core devient le Game Pass Essentiel. Rappelant un petit peu ce qui se fait chez PlayStation. Le standard devient le Premium et l'Ultimate reste le Ultimate. J'aime bien ce move, par contre, c'est à peu près des seuls points positifs que je trouverais d'avoir renommé comme ça, en se calquant un petit peu sur PlayStation. C'est malin, parce que PlayStation, leur offre la plus attractive, c'est le Premium, et là, eux ont un palier supplémentaire avec l'Ultimate, ce qui fait intrinsèquement penser l'Ultimate est meilleur que le Premium de PlayStation. Donc c'est un positionnement en termes de nom que je trouve très intéressant. Et puis surtout, ça rentrait dans le langage commun maintenant. Donc les gens, s'ils parlent d'une marque à une autre marque, ils vont tout de suite cibler de quoi ils parlent. C'est bien, en effet, parce que moi j'ai été assez critique la dernière fois sur le fait qu'on comprend rien aux abonnements Game. On comprend rien aux abonnements. On n'y comprend rien, même le nom des consoles. Je suis vraiment pas fan chez Xbox, mais là je trouve que c'est très bien. Donc là, encore une fois, c'est à leur crédit. Le Ultimate va être enrichi du Ubisoft Plus, du Fortnite Crew à partir du 18 novembre, du cloud amélioré. Néanmoins,
et on y vient, il y a un effet qui se coule, Kira, c'est que les prix augmentent pour la deuxième fois cette année, avec un Ultimate qui a atteint les 26,99 € en France. Et en fait, c'est indécent. C'est un prix qui commence à extrêmement élevé. Et surtout, là où on en parlait un petit peu ensemble, c'est que c'est une augmentation dans des proportions inédites. On parle de presque 50% d'augmentation. C'est complètement délirant. Ça fait plus de 300 € à l'année pour le Game Pass. Et encore une fois, c'est là où on va se questionner, c'est quelle est la stratégie derrière ça? Parce que l'on sait que les consoles ne se vendent pas, bon, ça c'est un fait. Il y a toujours en plus une très grande différence, Kira, et ça je pense que c'est intéressant à l'analyser aussi, entre le Xbox Game Pass PC et le Xbox Game Pass console qui est beaucoup plus cher. Alors pourquoi cette hiérarchie entre les joueurs? Pourquoi les joueurs PC payent moins cher que les joueurs console qui ont pourtant investi 600 balles dans la console aujourd'hui? Enfin, moi c'est plus la stratégie, encore une fois, la vision du groupe qui est difficile à percevoir. On a l'impression qu'ils sont en train de saboter leur abonnement, qui est pourtant leur pépite. On est tous d'accord pour dire que c'est un service qui est extraordinaire. Bah, sans Game Pass, il n'y a pas d'Xbox, quoi. Mais en fait, oui. Leur console a augmenté récemment. On est à 600 € pour une Xbox Series X. Le Game Pass, 26,99 € pour la version Ultimate, qui est quand même la plus intéressante parce que c'est elle qui porte la promesse du Day One. Enfin, où on va? Et c'est plus là-dessus, si tu veux, Kira, que je m'interroge. Ça fait vraiment... ça fait peur en termes de direction, en termes de vision. Quel est ton point de vue, toi? Alors oui, je suis d'accord. Alors déjà, moi, je trouve que c'est un peu un move d'enfoiré dans le sens où quelques jours avant, tonton Filou, non, c'est Sarah Bond qui disait que le Game Pass n'était jamais aussi bien porté et qu'il y avait énormément, une belle rentabilité et tout. Puis là, bim, ils explosent les tarifs. Donc ça prouve qu'au final, encore une fois, entre les dires de Microsoft et ce qui se passe vraiment, je pense qu'il y a un fossé parce que quand on n'a plus de croissance en termes d'abonnés, si on veut booster la croissance, on en a parlé la dernière fois, on augmente les tarifs. Là, clairement, c'est ce qui se passe. Donc, s'ils avaient une si grande croissance que ça, je pense qu'ils n'auraient pas augmenté les tarifs à ce point-là. Après, moi, ce qui m'embête dans le Game Pass, c'est qu'en soi, quand tu regardes la version Ultimate, ça reste très intéressant, il y a plein de choses sympas, ça, il n'y a pas de débat. Par contre, il y a des choses que potentiellement des gens n'utilisent pas. Le cloud, ok, ils l'ont boosté, a priori ça a l'air très très bien et tout, je dis pas le contraire, mais clairement, est-ce que tout le monde a besoin d'utiliser le cloud? Et je pense qu'ils auraient dû peut-être faire un système soit à la carte, où tu sais, tu choisis un petit peu les options que tu veux mettre dedans, ou peut-être une version encore intermédiaire sans cloud pour pouvoir réduire les coûts. Ça aurait pu être intéressant, parce que là, en l'occurrence, tu payes énormément de services qui, au final, tu ne l'utilises pas. Moi, je vois dans le Game Pass Ultimate, donc ça comprend le cloud, les jeux PC, les choses comme ça. Si je reste abonné à l'Ultimate pour avoir les jeux Day One, moi, perso, le PC, je m'en sers jamais, et le cloud, je m'en sers jamais, en fait. Donc ça m'embête un petit peu de payer pour des features qui ne m'intéressent absolument pas. En revanche, j'ai vu ça un petit peu traîner sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que on peut se poser la question, c'est est-ce que volontairement, parce que quand on voit les tarifs attractifs, c'est vraiment au final les tarifs en dessous, est-ce qu'au final la fameuse promesse du Day One ne serait pas un frein pour Microsoft en fait? Est-ce qu'ils ne seraient pas tirés une balle dans le pied là-dessus? Moi ce que je pense c'est qu'ils ont augmenté aussi le tarif aussi drastiquement pour avoir les jeux de Day One, pour justement, on va dire, pas faire une grosse concurrence par rapport aux jeux vendus sur PlayStation qui vient d'intégrer le marché en fait. PlayStation, tu vas sortir un jeu, tu veux l'acheter sur PlayStation, tu le payes 70 balles. C'est vrai que si le Game Pass est moins cher, les gens vont aller d'office sur le Game Pass, on est d'accord. Après, c'est vrai que même si ça reste intéressant, faut pas se leurrer, mais même si le prix est plus élevé et du coup l'écart est moindre, peut-être qu'ils vendent plus de jeux aussi sur PlayStation, pourquoi pas aussi sur Xbox, et au final on sait que c'est les jeux vendus qui rapportent le plus que le Game Pass. Ouais, c'est une réflexion de fond qui est vraiment intéressante, j'allais embrayer là-dessus. Déjà le premier point, PlayStation, Nintendo l'ont toujours dit que le modèle Echo n'était pas viable, de sortir du Day One tout de suite. Le jeu Day One Game Pass, on le voit, les jeux Day One quand ils sortent dans le Game Pass, qu'est-ce qui se passe? Ils sont buggés, souvent, clairement. T'as l'impression que c'est une early access parce que quand ils sortent sur PlayStation un an après ou 6 mois après, t'as une vraie version définitive en fait.
Donc ce qui est quand même assez incroyable. Et puis surtout, quand le jeu sort Day One sur le Game Pass, en fait, j'ai remarqué, il y avait des choses qu'on avait moins, on va dire, attends, je vais le tourner différemment, mais par exemple, on n'a plus forcément des VF sur tous les jeux, alors qu'avant, c'était systématique, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'ils reniaient sur les coûts, dans certains coûts de développement c'est dur à, pour le sortir Day One. C'est dur à rentabiliser, évidemment. Donc ça, je pense qu'on a la vérité des faits qui est en train de se passer. Et en effet, entre-temps, il y a un événement qui s'est passé. C'est que Xbox s'est ouvert à d'autres plateformes, dont PlayStation, et ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que ça a rapporté énormément d'argent. Donc, ils avaient atteint, même s'ils ne nous l'ont jamais dit, je pense que c'est assez clair, un plafond de verre sur les abonnés Xbox Game Pass console. Ils n'arrivaient pas à le dépasser, ce plafond de verre, parce que les consoles ne se vendaient pas. Donc, toujours quand il y a un plafond de verre sur les services, on l'a vu avec Netflix, on l'a vu avec Disney, les prix augmentent. C'est ce que fait Xbox pour capitaliser justement sur les abonnés fidèles. Donc, navré, si vous êtes fidèle au Game Pass, vous raquez pour les autres. Et il y a une nouvelle manne financière qui est indiscutable aujourd'hui pour Xbox et aussi sur PlayStation, parce que PlayStation prend ses 30% à chaque fois. C'est en effet l'ouverture sur cette plateforme et on voit que ça cartonne. Forza Horizon est un carton sur PlayStation. Donc ça a vraiment changé la donne, ce qui fait que oui, Xbox est aujourd'hui en train de déconstruire ce qu'ils ont construit auparavant, qui était parmi leur cheval de bataille, leur point fort. C'était la promesse. C'était la promesse. Promesse difficilement tenable à cause des ventes de consoles, à cause du plafond de verre sur le service. Il reste quoi à faire? Augmenter les prix et miser sur les plateformes concurrentes ou le PC. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que c'est vraiment au détriment des fidèles parmi les fidèles qui ont acheté leur console et qui sont abonnés au Game Pass depuis le début. Et c'est plus pour eux que c'est ennuyeux, finalement, je trouve. Ça fait 340 balles par an, quand même, avec l'augmentation, si tu comptes le Game Pass Ultimate. À cela aussi, c'est pareil. Pourquoi, je pense, ils n'ont pas augmenté le Game Pass PC, enfin, du moins pas aussi drastiquement? Tout simplement parce que la Rogalie, en fait. La Rogalie arrive. Je pense qu'ils n'ont pas envie de se tirer une balle dans le pied dans leur nouveau hardware, entre guillemets. Donc, ça augmentera derrière, en fait. Faut pas se il y a encore de la croissance sur le PC. C'est un peu ce que je disais. Il y a encore de la croissance. Il n'y a pas le problème des consoles qui se vendent pas, en fait, sur le PC. Ouais, c'est vraiment ça le truc. Et donc c'est dommageable. À voir, encore une fois, sur le long terme, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir du chapeau. Le seul point positif, comme je le disais, pour moi, c'est le renaming, le repositionnement, etc., qui est intéressant. Ça, c'est un bon move. Mais encore une fois, on n'est pas sur quelque chose qui va servir le joueur, bien au contraire. Ils ont déconstruit là aussi un autre point très fort d'Xbox, et je clôturerai là-dessus, c'est leur image. Ils avaient donc Sony, For the Payer, ils se trimballent ça depuis 20 ans. Nintendo commence à être affublé à peu près des mêmes choses. Et il restait à Xbox, c'est moins le cas avec les licenciements et autres, mais il restait cette image de good guy qui s'étiole vraiment pour de bon. C'est plus quelque chose qu'on entend revenir. Et ouais, c'est la fin vraiment de ce Xbox qu'on connaissait en tout cas. Oui, c'est assez triste. Après, en plus, ça laisse la porte ouverte aux autres, en fait, qui dit que Sony va pas embrayer le pas et pas augmenter à des proportions aussi élevées, c'est sûr, mais ne va pas augmenter aussi son PSN. À mon avis, c'est bien parti pour. Est-ce qu'ils vont pas augmenter chez Nintendo également? Parce que c'est vrai que Nintendo l'agrémente de plus en plus de plein de petites features sympathiques. C'est vraiment pas cher. Pareil, ça peut arriver, c'est vraiment pas cher pour le coup, mais ça serait logique en soi. Donc c'est vrai que je trouve que c'est pas spécialement un bon move. Je sais pas si t'as vu, en plus, il y a Disney Plus qui a annoncé les augmentations dans la foulée. Il y a Netflix qui se prépare à faire de même. Enfin, tu sens vraiment que là, on va arriver pendant 3 mois. C'est bon, les gars, ça va être un peu plus cher. C'est à la ceinture, ouais. C'est donc la fin du gros morceau news, donc sur les 2 news de la semaine. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est le moment de mon test, donc le test de la semaine, Hell is Us. Un petit jeu à pas piquer des hannetons, mais qui n'est pas sans défaut. Je vous ai sélectionné une musique, donc vous ouvrez pas les veines quand vous allez l'entendre, parce que je vous reprends juste derrière. Dans un paysage vidéoludique saturé de superproductions calibrées, Hell is Us se démarque comme une véritable alternative. Ce jeu d'action-aventure développé par le studio montréalais Rock Factor ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il assume pleinement son identité, ses partis pris artistiques et sa volonté de briser les codes traditionnels du jeu AAA.
Porté par une équipe d'environ 50 personnes sur une période de 5 ans, le projet se veut une déclaration d'indépendance créative, loin des standards commerciaux habituels. À l'origine du projet, on retrouve Jonathan Jack Beltet, figure bien connue de l'industrie du jeu vidéo, après avoir travaillé sur des titres majeurs comme Assassin's Creed, Deus Ex ou encore Les Gardiens de la Galaxie dernièrement. Il décide en 2019 de quitter les sentiers battus pour rejoindre Rock Factor. Son ambition est claire, créer une œuvre plus personnelle, affranchie des contraintes marketing et des impératifs de rentabilité. Le jeu est développé avec un budget volontairement modeste, une équipe resserrée et très peu de recours aux prestataires externes. Ce choix permet une cohésion artistique, un peu comme Expédition 33. Ce choix permet une cohésion artistique forte et une vision unifiée du projet. Sous la direction de Yves Bordelot, Rock Factor adopte une philosophie de conception minimaliste. Ici, pas de marqueur omniprésent, pas de quête balisée, pas de GPS intégré. Le joueur est invité à se perdre, à observer, à réfléchir. Le level design devient le principal guide de l'aventure et chaque zone est pensée pour encourager la curiosité et l'expérimentation. C'est une approche qui rappelle les premières heures du jeu vidéo où l'on devait réellement s'impliquer pour progresser. Au niveau du synopsis, on incarne Rémi, qui pour le coup est réellement sans famille, car il part à la recherche de ses parents. Ouais, j'ai osé. Ouais. Car il part à la recherche de ses parents, un homme de retour dans son pays natal, donc c'est un pays natal fictif d'Europe de l'Est, ravagé par une guerre civile et un phénomène surnaturel appelé la calamité. Ce monde en ruine est peuplé de créatures étranges, manifestations psychiques des émotions humaines. Rémi est accompagné d'un drone qui l'aide à explorer, combattre et interagir avec l'environnement. Le jeu ne propose ni carte, ni interface intrusive. L'exploration est libre, exigeante, mais malgré tout fluide. Chaque découverte est une récompense et la structure du jeu est très proche d'un Metroidvania. Toi, ça c'est le genre de truc qui peut te faire kiffer. Donc ça permet de revenir dans des zones précédentes pour débloquer des niveaux et des passages grâce aux objets trouvés en chemin. Et ce qui est sympa dans le lore, moi j'aime bien le côté où tu as deux factions religieuses qui s'opposent, les sabitinistes et palomistes ou un truc, j'ai plus trop le truc en tête, mais j'aime bien ce côté religion ésotérique qui est très très présent dans Elysius, avec dans le lore, avec même des bâtiments un peu monolithiques et tout. Ça me fait beaucoup penser à Returnal dans l'ADA. Et moi, c'est en tout cas le côté qui m'a fait envie au jeu. Je dirais plus après ce qui m'a moins plu. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce côté ésotérique, guerre de religion, faction, etc. Le jeu, c'est en plus beaucoup inspiré, tu sais, de la grande époque en Angleterre où les protestants étaient chassés par les catholiques. Et on le ressent dans ce jeu-là, en fait. Le côté guerre de religion. Fanatisme, tout à fait, génocide. Le souligner, voilà, il y a un côté fanatique au jeu qui peut être malsain par moments, je te le cache pas. Pourquoi ? Parce que le contexte du jeu, déjà, est sombre et brutal. C'est sans concession. C'est un pays fictif dans lequel évolue Rémi, qui est déchiré donc, dans ses fameuses tensions éthiques, politiques et sociales. Le jeu aborde très frontalement les horreurs de la guerre. Donc on a des fosses communes, des graffitis haineux, des orphelins, des allusions à des violences comme le viol ou le racisme. Rien n'est édulcoré en fait. Et l'univers visuel est marqué par la souffrance. La destruction et surtout les mémoires collectives se ressent dans les habitations, ce que tu disais tout à l'heure, dans l'architecture. Le parcours du héros est une quête identitaire. On est sur une espèce de confrontation avec les cicatrices d'un pays. Les personnages secondaires ne sont pas des simples donneurs de quêtes, ils ont une histoire, une voix, et interagissent avec le joueur via le système de dialogue à choix multiples, en thème classique. Certaines émotions sont représentées par des entités physiques, donc ça c'est les ennemis du jeu, ce qui donne lieu à un bestiaire original, mais malheureusement bien trop limité, ce qui manque de variété et entraîne une réelle lassitude au fil des heures. On a ce qu'on appelle un datum, donc c'est un journal immersif. Plutôt que de proposer un journal de quête classique, en fait, ils introduisent ce système-là, en fait, et le datum, ce sont des fragments d'informations que le joueur va collecter au fil de son aventure. Donc il peut s'agir de témoignages, d'objets, d'indices visuels ou de dialogues.
Et ces éléments sont regroupés dans un espèce de vieux PDA à l'ancienne, en fait, consultable à tout moment. Le jeu ne vous dit jamais quoi faire et où aller, en fait, et c'est à nous d'interpréter les fragments d'informations. Donc on va avoir par exemple un petit personnage au centre avec un petit arborescence, en fait, et chaque arborescence, en fait, va nous dire ce qu'on a récupéré comme indice pour avancer, en fait. Donc de là, on va devoir reconstituer ces éléments, on va devoir comprendre les motivations des personnages. Toutes les conversations sont archivées également, ce qui permet de revenir en arrière, ce qui est plutôt cool. Et ce système pousse forcément à l'observation, à la déduction et surtout à l'expérimentation. Il nous transforme, si tu veux, en enquêteur plutôt qu'en simple exécutant de quêtes balisées à la Ubisoft classique. Et ça, c'est pour moi un gros point positif. Ouais, c'est là où le jeu fait un petit peu la différence. Moi, c'est plus l'aspect marketing qui m'avait un petit peu dissuadé de m'y plonger à 100%. Quand là, tu vois, j'étais en même temps sur le site PlayStation, ils mettent en avant 3 trucs. Enfin, c'est plus Nacon d'ailleurs, l'éditeur, mais un monde hostile. Donc qui fait référence tout de suite au Souls-like, mais pour moi c'est un mauvais pari parce que le jeu, tu le diras certainement après, mais il est beaucoup trop simple pour être assimilé à un Souls-like. C'est pas du tout un Souls-like. Un système d'exploration unique, en fait non. C'est un système d'exploration qui est extrêmement bien fait, enfin qui semble extrêmement bien fait dans Elysius, mais qui est pas du tout unique. Zelda Breath of the Wild n'est pas ou Elden Ring ou tout le reste. Enfin, ne pas avoir un chemin balisé, c'est plus du tout unique. Au contraire, c'est plutôt dans le jeu vidéo moderne qu'on le retrouve. Et après, ils mettent en avant les combats contre des créatures inédites. Moi, tu as parlé du bestiaire qui était assez redondant. Moi, je le trouve pas très inspiré. J'ai pas été très fan du bestiaire, mais après, j'ai pas vu autant du jeu que toi. Mais si tu veux, les monstres tout blancs, sans visage, ça m'a pas stimulé. Donc moi, c'est au contraire l'aspect marketing autour du jeu qui m'a dissuadé d'y jouer. Tu vois, c'est assez étonnant. En fait, je pense qu'ils n'ont pas su le vendre. Et tu verras, j'en parlerai dans ma conclusion tout à l'heure. Mm-hmm. Mais comme c'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, pour différentes raisons, en fait, je pense qu'ils ont essayé de ratisser très large dans la com. Ouais. Et ça, c'est une grosse erreur à mon sens. Et je pense que c'est pour ça que le jeu ne marche pas très bien. Tu vois ce que je veux dire. Par contre, sur le plan technique, le jeu ne cherche pas du tout à rivaliser avec les plus grosses productions du genre. Les animations sont fluides, les mécaniques répondent vraiment correctement, et l'ensemble reste cohérent et agréable. La version française est correcte, les doublages sont même relativement convaincants. Par contre, certains personnages sont un peu en retrait et souffrent quand même d'une synchronisation labiale plus qu'approximative. C'est pas une claque technique, mais le jeu prouve qu'on peut faire de belles choses avec Unreal Engine 5 sans forcément disposer de moyens colossaux. Et c'est vrai que c'est là, à la suite, ça doit être le 4e ou 5e jeu que je joue sous U5 en fait. Et c'est vrai que tu le sens, c'est des développements plus rapides, tu peux faire beaucoup de choses avec ce moteur graphique, et donc je pense qu'ils ont dû vraiment gagner en aisance grâce à ce moteur-là, en fait. Après, c'est pas aussi détaillé que des gros jeux AAA, que Ghost of Yotei qui vient de sortir, ou quoi que ce soit, mais ça reste vraiment honorable pour un jeu à 50 balles, quoi. Ouais, le jeu est vraiment beau. Et en plus, je trouve qu'il se démarque par sa DA. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est ce que je vais y parler là. Vas-y, je te laisse. Mot pour mot, c'est là où le jeu se démarque vraiment, c'est par sa direction artistique. Et le côté un peu horrifique, en tout cas, moi, je trouve, on est à la limite au jeu d'horreur, tu vois. Et ça, je trouve que c'était assez charmant. Mais tu vas nous dire si tu partages mon analyse. Exactement. Alors, l'univers est cohérent, singulier et profondément marquant, du coup. Les décors racontent une histoire, les ambiances sont travaillées, chaque zone a sa propre identité visuelle, donc c'est pas un monde ouvert, c'est plusieurs zones qu'on va naviguer entre ces zones, via un système de comment dire, tu sais, d'un espèce de... C'est un temps de chargement, mais en fait on passe par un véhicule blindé. Et au final, moi c'est ce que je recherche de plus en plus dans les jeux, en fait, une vision forte, une ambiance qui fait ressentir quelque chose. Donc c'est un jeu qui n'est techniquement clairement pas parfait, mais à côté de ça, on peut pas dire qu'il n'a pas d'âme en fait. C'est pas un jeu creux, c'est quelque chose avec une vraie vision, et surtout c'est un jeu qui va jusqu'au bout de son concept en fait. Il fait pas un jeu aseptisé comme Assassin's Creed par exemple. Un truc qui s'en dégage. C'est ça. Et là, du coup, ça en est la preuve, en fait, que, du coup, en lâchant la bride sur le budget, encore une fois, et en lâchant la bride aux équipes créatives, ils peuvent faire des choses différentes. Donc, on a vu avec Clair Obscur, là, on le voit également avec Elysius.
Les combats du jeu empruntent donc au code de Souls-like, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, esquive, roulade, affrontement en arène avec une barre de stamina, mais sans en adopter la rigueur punitive. Le gameplay mise vraiment sur la simplicité et l'efficacité. On peut alterner entre 4 armes, chacune pouvant être complétée par des runes qui affaiblissent un type d'ennemi particulier. Donc les entités sont des entités émotionnelles, donc ils sont identifiés par des codes couleurs. Donc, par exemple, le bleu fait mal au bleu, le rouge fait mal au rouge, etc. C'est une mécanique intuitive, mais qui manque déjà de profondeur, parce que clairement, je me suis vraiment fait chier sur les combats. Parce que les ennemis déjà sont peu variés. Comme tu le disais tout à l'heure, leur design d'ennemis tout blanc, sans visage, avec des couleurs, au début, ça a son petit style, mais au final, c'est très très redondant, et c'est là-dessus que vraiment, pour moi, c'est un gros point d'art sur le jeu. C'est autant on a un superbe univers, on a des thématiques très intéressantes, mais le bestiaire n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous présente. Et le problème, c'est comme les ennemis sont peu variés, on assimile très très vite les patterns, et les affrontements finissent tous par se ressembler. Donc il n'y a pas vraiment de montée en puissance ou de renouvellement dans les combats, et moi vraiment ça m'a lassé quand même. Je te dis, le jeu se finit à peu près en 20 heures, et sur la fin, j'étais quand même pressé que ça se termine. Et c'est non seulement c'est le gros point faible du jeu, et je trouve c'est dommage, c'est qu'ils ont voulu rendre le jeu accessible, en fait, en flattant un petit peu les fans de Souls-like, mais ils l'ont peut-être rendu trop accessible, en fait. En fait, moi, tu sais que je ponce tous les Souls-like, et je trouvais tu serais fait chier. Voilà, exactement. Mais en fait, t'as dit exactement la raison pour laquelle je me suis pas lancé, c'est que je joue vraiment au Souls-like pour la difficulté, uniquement la difficulté. Et je m'y serais pas retrouvé, je pense, au travers des tests que j'ai vus, etc. Et surtout, hasard du calendrier, pas de chance pour le studio, parce que je pense que le jeu est très méritant, attention, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais il est sorti en même temps que Skillsong, et donc mon choix, oui, exactement. Tu vois, moi, mon choix s'est porté sur Hollow Knight Skillsong, parce que Souls-like exigeant en 2D, évidemment, pas pareil, mais là j'ai trouvé certainement plus mon compte. Donc en plus ils ont eu un timing, pas de chance pour les développeurs, tu vois. En plus le jeu a vraiment le cul entre deux chaises, parce que autant les combats sont très faciles, t'as un air de dire, écoutez, vous avez envie de jouer à un Souls-like, mais c'est trop dur pour vous, donc jouer à ça c'est facile. Mais à côté, certaines énigmes sont quand même très très alambiquées quand même. Donc ça, c'est important de le dire. Et surtout, quelqu'un qui n'a pas le sens de l'orientation, ça va être compliqué aussi. Donc d'un côté, ils ont vraiment rendu très simple les combats, mais il est très exigeant sur sa notion d'orientation et d'énigme. Donc ça se demandait si les combats, ils les ont pas rajoutés en mode, il faut quand même des combats, quoi. Et ça, tu le ressens vraiment dans ton jeu. À côté de ça, ils ont un système, donc c'est une mécanique très importante du jeu, c'est les boucles temporelles. Donc c'est certaines zones qui sont corrompues, qui plongent le joueur dans un cycle de combat où les ennemis réapparaissent sans cesse. Et en fait, pour fermer ces fameuses boucles temporelles, donc ces espèces de grosses boules de morve en fait avec des pics qui se baladent, il faut localiser la source de cette boucle-là et affronter un gardien. Et donc pour l'affronter, il faut utiliser un artefact spécifique qu'il va falloir trouver. Et donc alors ces boules à la base c'est censé être des défis de gameplay. Elles incarnent des thèmes liés aussi à la mémoire du jeu, au traumatisme et surtout à la répétition. Mais à côté, vu que c'est un enchaînement de combats et que c'est chiant les combats, au final la première c'est sympa, la deuxième ok, et puis après t'en as un petit peu marre. Ouais, et ce qui fait la redondance des combats, à mon sens, c'est que le jeu est bardé de systèmes. Il y a plein de choses, il y a le drone, enfin, il y a tout ce que tu as expliqué. Mais parce que la difficulté n'est pas forcément au rendez-vous, le jeu n'est jamais incitatif. Et pour moi, c'est le syndrome Final Fantasy XVI, comme j'aime l'appeler, où le jeu a plein de combinaisons, plein de systèmes, de combos que tu peux faire, que finalement tu expérimentes et tu comprends vraiment dans sa version la plus difficile, donc la fantasy finale, le mode de jeu le plus difficile. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique, parce que quand un jeu a beaucoup de systèmes, il faut nécessairement que le gameplay soit incitatif à essayer ces différents systèmes, parce que sinon, tu rentres dans exactement ce que tu as dit. C'est simple, je fais toujours pareil parce qu'on est tous joueurs, on est être humain, on va à la facilité égale redondance sur la durée. Donc ça, c'est un peu dommage. Peut-être qu'ils jouent en difficulté max alors du coup.
Peut-être, oui, éventuellement. Après, une fois que t'as été voir ton forgeron, que t'as mis les bonnes runes sur tes armes, et que tu fais mal à certains types d'ennemis, et en comprenant les ennemis, t'alternes entre tes armes. Et qu'à côté, tu vas voir, t'as 4 pouvoirs liés à ton drone. Bah, tu vas t'apercevoir que tu spammes toujours la même chose, en fait, et que tu utilises toujours les mêmes armes. Pour dire, moi, à la fin, j'avais tellement évolué mon arme principale, que le principe de couleur... rien à foutre. Moi, j'y allais comme un bœuf et puis ça passait en fait. Et du coup, bah ça, c'est pas stimulant parce que ça devient au final un matraquage de boutons en règle. Alors qu'à côté, j'ai adoré contempler cette map. Et tu vois, le principe de boucle temporelle, donc tu débloques des récompenses, ça te permet aussi de progresser dans ta quête et c'est une manière quand même intelligente de lier le gameplay et la narration. Sauf que le gameplay suit pas dans ces cas-là. Et ça, c'est quand même très très dommageable. La bande-son est d'une qualité indéniable, elle installe une ambiance très malsaine, pesante, parfois même très dérangeante. Elle est très présente, à mon sens trop présente, ce qui dessert l'expérience. C'est sûrement voulu, mais personnellement, j'aurais aimé un peu plus de silence pour respirer. Cela dit, elle colle parfaitement vraiment à l'univers du jeu. La durée de vie, elle est plutôt correcte, c'est ce que je disais tout à l'heure. 20 heures de jeu pour boucler l'aventure, il aurait vraiment pas fallu plus. Si vous prenez votre temps, explorez chaque recoin, récupérez les pulses, des collectibles, des trucs comme ça, forcément c'est plus long. Bon. Après, en soi, chaque zone a sa propre logique, mais on n'est pas non plus lâché dans la nature. C'est-à-dire, il y a toujours des petits indices visuels qui permettent de se repérer ou quoi. Après, on n'est pas sur les fameux traits jaunes dégueulasses qu'on repère partout. Ils ont trouvé d'autres systèmes, mais au final, on sent qu'ils ont mis du cœur dans le développement de cet univers. Et ça, pour le coup, c'est très très cool. En conclusion, Hell is Dust n'est clairement pas un jeu qui plaira à tout le monde. C'est même une véritable anomalie dans le paysage vidéoludique actuel, une époque où tous les jeux se multiplient et finissent par se ressembler. Il risque malheureusement de passer inaperçu car noyé dans la masse, sorti en même temps que Silksong. Forcément, voilà, on t'en parlait tout à l'heure. Pour ma part, en plus, je l'ai fait dans un état fiévreux, j'avais 42 fièvres et l'expérience a été si éprouvante que je ne pense pas y revenir un jour. Parce que le jeu est tellement malsain, plus la fièvre, je t'avoue, je badais pendant toutes mes sessions de jeu, quoi. Donc ce n'est pas un titre que je recommande à tous les profils de joueurs. Si vous êtes curieux et que vous pensez avoir le tempérament pour ce genre d'expérience plus que malsaine, je vous conseille d'attendre éventuellement une baisse de prix, une promo à 30€, ça peut être très très bien. Comme ça, si le jeu vous convient pas, la déception sera moins amère, on va dire. Par contre, c'est vrai que si vous accrochez, vous allez vous éclater parce que c'est vraiment, y a vraiment de très très bonnes idées. Mais en soi, voilà, c'est un jeu que je considère comme moyen, que je suis content d'avoir fait, mais que je ne recommande pas. Ouais, et puis il sort vraiment dans une année où, enfin, moi je trouve 2025 très riche. Dans le rush, moi depuis août, là, j'enchaîne tous les gros trucs. Depuis Mafia. Et je t'avoue que j'y ai joué, mais je l'ai revendu direct dans la foulée, mais il est passé totalement. Je pense qu'il n'a pas eu un bon timing pour lui, vraiment. C'est ça, j'aurais pas un souvenir mémorable de ce jeu. Il serait sorti avant l'été, ça aurait été peut-être un peu mieux, je sais pas. Ouais, c'est ça, carrément. Il serait sorti au mois de mai-juin, vu que j'avais rien à jouer à ce moment-là, ça aurait été très cool. Mais là, en l'état, j'ai fait MGS Delta, j'ai enchaîné Elysius et là je suis sur Silent Hill. Et même si j'ai des choses à dire sur Silent Hill, et qui est malsain également, je passe, je vais pas dire un meilleur moment parce que ça reste un jeu très glauque, mais je pense que Silent Hill sera plus mémorable que Elysius. Typiquement, ce genre de jeu qui sera offert dans le PS Plus dans quelques années, je pense. Voilà, et ce sera très bien, tout le monde pourra le tester comme ça. Et ça aurait pu être un jeu d'abonnement, en fait, un jeu de Game Pass ou quoi que ce soit, parce que c'est, voilà, mais je pense que au vu du coût de développement, parce qu'à mon avis, il n'a pas coûté 2€ non plus, et la période à laquelle il est sorti, et à la vitesse à laquelle les gens terminent les jeux, je pense que ouais, il va baisser de prix rapidement, il va être noyé dans la masse. C'est donc la fin de mon petit test, tu vas pouvoir parler de Pokémon, le film 2. Tout à fait, le pouvoir est en toi, Kira. Le pouvoir est en moi, je le sens le pouvoir. Là, depuis le mois d'août, là, j'ai une gouache, mon gars. Alors, du coup, il est sorti en décembre 2020, ce petit film, dans les cinémas français. Plus qu'un divertissement familial, c'est pour ça que j'avais très envie d'en parler. Le second opus a été imaginé par Kunihiko Yuyama et surtout au scénario Takeshi Shudo, qui nous plonge dans une sorte d'abysse mythologique. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce film, et c'est ça que j'aime dans Pokémon, c'est, tu sais, tout le lore qui tourne autour des Pokémon légendaires. Et là, ce film a rajouté une nouvelle dimension à des Pokémon qu'on connaît très bien. D'ailleurs,
grâce à ce film, Lugia, le Pokémon légendaire de or et argent, enfin de argent surtout, existe. Hein, il a été créé pour ce film. Ah d'accord, je pensais qu'il a été créé vraiment pour le jeu. Petite anecdote. Non, il a été créé pour le film parce que le film est sorti avant le jeu. Et Ho-Oh, qui est l'autre Pokémon légendaire oiseau qu'on voit pas dans ce film, lui, il existe dès le premier épisode de la série Pokémon, puisqu'on le voit dès le début en fait. À un moment, quand Sacha part à l'aventure, on voit un Pokémon dans le ciel, un Pokémon oiseau, c'est Ho-Oh en fait qu'on voit. Donc il a été créé bien avant Lugia, qui lui a été créé du coup pour le film et intégré après. Pokémon et Argent fait partie des meilleurs jeux Pokémon ever. Ah bah, sans sourciller, je suis d'accord avec toi. Et Lugia, du coup, voyant l'engouement qu'il y a eu dans le film, a été intégré dans le jeu, ce qui est une superbe idée. Et donc la mythologie va tourner beaucoup autour de ces oiseaux légendaires. Donc on va retrouver les 3 de la première génération. Et donc comme je dis, c'est un voyage en terre mythologique parce que ça pioche dans plein de mythologies différentes. Donc est-ce un film ou un récit biblique? Et ben on va découvrir ça ensemble. Mais avant un petit peu de musique, mon cher Kira. Et donc c'est dans les années 99 parce que, Kira, tu le sais, Mewtwo contre-attaque ou Mewtwo Strike Back que j'avais fait en... 97, 98 ? Ouais, exactement. Que j'avais fait en chronique a cartonné. 2,2 millions de spectateurs en France. Et nos 2 larrons, que j'ai cités précédemment et je ne le referai pas, qui sont des tauliers de l'animation et du scénario d'ailleurs, ont eu une liberté créative un peu plus libre que d'habitude parce que la série télé sortait, tu sais, du scandale Porygon dont j'avais parlé qui faisait dérailler certains enfants avec des crises d'épilepsie et autres. Donc ils avaient mis la série télé un petit peu de côté en pause et du coup ils avaient beaucoup misé sur ce film. Donc vraiment le scénariste il a eu assez de liberté pour proposer sa vision. Et une vision assez intéressante. Il confessait d'ailleurs dans son blog personnel, je vais le citer, même si le second film Pokémon est destiné aux enfants, il traitait subtilement de sujets qui n'étaient guère destinés aux enfants, tels que l'existence de soi, la coexistence. Peut-être qu'une personne normale penserait qu'il faut mieux ne pas créer une histoire avec des thèmes si lourds parce que les enfants ne l'apprécieraient pas. Moi, mais je pense que c'est important que les enfants profitent de ce genre de thème parce qu'au final, c'est pas parce qu'ils sont jeunes. Justement, il faut profiter de ces médias-là pour leur transmettre ce genre de message en fait. Eh ben écoute, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais c'est presque comme si j'étais possédé quand j'ai décidé de ces thèmes. Il était vraiment très investi autour de ce film, autour de ces films, et notamment autour de ces thèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'évocations, même si le marketing, évidemment, était un marketing pour les enfants. Shudo lui considérait que c'était pas une œuvre pour les enfants à part entière, mais vraiment un récit, comme je disais, mythologique, ancestral, avec comme figure de proue, on l'a dit, la création de Lugia, qu'il percevait dès le début comme une entité féminine, divine, témoignant de presse, de quête d'élévation, enfin tu vois un peu comme Gaïa, tu vois, dans sa perception, ou exactement, c'est comme ça que je le vois moi aussi. Ou l'entité indienne là, tu sais, Shiva. Ouais, comme Shiva, ouais. Voilà, donc il percevait un petit peu comme ça. Donc tu vois vraiment un enrobage mythologique qui est quand même assez important. Et donc dans cet univers, j'aime beaucoup l'univers de ce film parce qu'on est directement en Polynésie. Donc tu vois un cadre un peu différent. Un peu différent, enfin voilà, très comment je peux dire, très été, très bucolique, très sympa. Les vacances. Ouais, voilà, les vacances, exactement. Je voulais pas résumer ça à ça, mais bon, tu l'as dit. Appelons un chat un chat. On est donc dans les îles Chamouti, au cœur de l'archipel Orange, donc je l'ai dit plutôt dans un aspect polynésien. Et il y a une légende, la légende de l'élu. Donc bon, c'est pas très, je suis d'accord, c'est pas très original. C'est pas très original, mais cette prophétie, gravée dans les mémoires collectives de tout ce peuple, c'est ancestral, évoque l'harmonie entre 3 titans. Et ces titans, Kira, c'est Articodin,
Elector et Sulfura, donc les 3 Pokémon légendaires oiseaux du premier film des Piaf. Et moi, c'est les Pokémon que je préfère, les Pokémon oiseaux, donc j'étais très content. Oh, comme c'est bizarre. Oui, parce que Sid a une fascination pour les oiseaux, ça c'est important pour vous tous. J'adore les oiseaux, j'adore le poulet aussi, je pourrais manger que ça. Et donc ces 3 Pokémon légendaires, d'ailleurs j'aime beaucoup le nom. Est-ce que tu sais de quoi vient un petit peu le nom Articodin, Elector, Sulfura, pour la petite anecdote? Je pense que c'est par rapport aux éléments, non? Tout à fait. Alors moi je dis toujours ça en premier, sauf qu'on oublie la fin des noms des oiseaux. Donc Articodin, il y a Odin dedans, donc le dieu de la foudre, même si plutôt le dieu du savoir dans la mythologie scandinave. Elector, tu as Thor, donc pareil, mythologie scandinave de l'éclair, donc pour Elector c'est très bien. Et enfin tu as Sulfura, donc Ra à la fin du mot, voilà le dieu égyptien du soleil. Donc tu vois, pour un oiseau de feu, c'est très logique. Donc petite anecdote que vous ne saviez peut-être pas, hein, c'est pas lié à ce film, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils ont imaginé les noms français. On en apprend des choses. Hein. On en apprend des choses à la Taverne du Gamer. Et donc il y a un antagoniste dans ce film. Donc imaginez bien ces 3 piliers, donc ces trois oiseaux qui représentent l'équilibre des éléments et de la terre. Et donc il y a un antagoniste, Géraldan, qui est un collectionneur obsessionnel de Pokémon et qui lui c'est la cupidité vraiment incarnée. Donc, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le reflet obsessionnel de l'avarice des êtres humains. Il représente tout simplement le côté négatif de notre civilisation, de l'homme. Et il va du coup déclencher des catastrophes, donc tempêtes, ère glaciaire, éruption volcanique. Parce que quoi? Parce qu'il va s'attaquer à ces 3 oiseaux légendaires, brisant du coup l'équilibre. Il va commencer par capturer Sulfura, je crois, en premier, et du coup il va rester Elector et Articodin. L'équilibre du monde est brisé. Tu vois. Et ben je trouve ça génial comme scénario. Tu vois, c'est vraiment le mythe, la puissance, la Terre, l'écologie, presque notre planète dans son équilibre qui est brisé par l'homme. Et tu vois que ça renvoie quand même à des thèmes assez matures, assez adultes, que je trouve extrêmement, évidemment, intéressants pour nos enfants. Autre aspect mythologique, donc il y a ces strates, il y a plusieurs strates mythologiques à ce film. Donc je l'ai dit, il y a les 3 oiseaux légendaires qui renvoient tout de suite aux éléments mythologiques plutôt japonais, ou en tout cas, japonais traditionnels, avec la terre, l'eau, le feu, le vent et le ciel. Donc c'est une représentation, si tu veux, de la mythologie japonaise. Il y a évidemment, entre tout ça, Kira Sacha, qui est l'élu. Et donc, tu aimes bien en parler, mais c'est... le monomythe. Voilà, le monomythe. C'est le héros. Donc lui, son but à Sacha, ça va être de réconcilier un peu ces 3 éléments. Donc aller sur les 3 îles. Le Néo, le Luke Skywalker, l'Edouard Balladur. Voilà. Aller sur les 3 îles élémentaires pour récupérer les trésors cachés et reconstituer ce triptyque entre les 3 oiseaux légendaires. Donc pareil, ça renvoie à la mythologie indo-européenne. On a le rôle de Lugia, évidemment, qui est le gardien. Quand l'équilibre est brisé entre ces 3 oiseaux, et ben Lugia arrive sur Terre pour rééquilibrer les forces, pour calmer les oiseaux entre eux et pour leur redonner leur place. Donc tu vois, c'est un peu la divinité suprême, Lugia. Donc c'est un aspect hyper intéressant, je trouve. Et il y a la prophétie Chamuti que j'expliquais tout à l'heure, qui est pas très, on l'a dit, Kira originale, mais qui renvoie vers les écrits bibliques, qui renvoie vers plus notre mythologie, nous chrétienne à nous, où il y a quelque chose d'ancestral qui décrit d'ailleurs l'apocalypse. Hein, et c'est ça, l'élu aujourd'hui doit éviter l'apocalypse. Et donc ça, c'est retranscrit dans les différentes croyances de ce peuple. Bah surtout que s'il crée l'apocalypse, c'est pas le même genre d'élu, quoi. Bah non. Et l'élu, il doit au contraire empêcher l'apocalypse qui est induite par le déséquilibre des forces. Et enfin, Lugia, il y a la mélodie de Lugia. Donc c'est un aspect très fort, central dans ce film, qui est un peu comme Orphée
qui, avec son ocarina, calme les titans déchaînés. Donc, ils ont rajouté aussi cet aspect mythologie grecque présent dans ce film. Donc, on voit vraiment que c'est un amoncellement de différentes mythologies qui crée différents niveaux de lecture et qui apporte énormément de consistance à un film qui, finalement, reste ce qu'il est. Ce film, un film avec des Pokémon. Voilà, un truc cross-média, quoi. Voilà, un divertissement pour enfants, en effet, qui prend sa jeunesse dans le jeu vidéo, mais en y apportant voilà toute cette sous-couche hyper. On prend pas les gosses pour des cons. Exactement, voilà, tout à fait. On est dans des productions qui renvoient vers, on l'a dit, sa place dans l'univers, hein, l'équilibre des choses. Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, surtout dans notre société. Notre société occidentale est basée sur l'équilibre, le respect mutuel, les lois qui garantissent à tout à chacun de vivre en paix, etc. On est vraiment dans ces thématiques et je trouve renforcé par l'ADN de Pokémon, qui est pour moi les Pokémon légendaires, la mythologie, etc. Et tout ça est un savant mélange. Et pour conclure, je dirais que ce film est un excellent équilibre justement entre ces thématiques, entre ce que représente Sacha dans l'imaginaire des enfants, du dessin animé, etc., qui est très respecté, l'aspect référence aux jeux vidéo aussi qui est très présente, et cette mythologie qui vient enrober tout ça et apporter de la consistance pour nous adultes. Quand on prend un peu de recul par rapport aux thématiques, on est sur une œuvre que je trouve très complète, très brillante, assez intemporelle, et qui fait de ce film une très grande réussite. Tu vois, on pense souvent au film Pokémon, le premier qui a tout cartonné autour de Mewtwo, qui est génial, etc. Mais le deuxième n'est pas à négliger. C'est une œuvre un petit peu à part, je trouve, qui traite de thématiques adultes intéressantes. Et pour ça, c'est mon film Pokémon préféré. Le pouvoir est en toi, donc, Kira. Comme quoi, tu vois, une œuvre peut être enfantine sans être infantile. Et ça, c'est important parce que malheureusement, on en a de moins en moins, en fait. Moi, dans les dernières œuvres dans ce style, c'était Le Robot Sauvage ou Flo, où c'était quelque chose pour enfants, mais avec un vrai message derrière véhiculé et tout. Et c'est vrai que ça reste une bouffée d'air frais, même si c'est pour un film qui a 30 ans, quoi. Oui, et puis tu vois, tu le regardes, je l'ai regardé, moi, enfant, au cinéma. Je le revois adulte, je ne vois pas le même film, et c'est normal. Oui, il y a plusieurs degrés de lecture. Ouais. Et c'est ce qui fait que c'est une œuvre intéressante, parce que si on garde le même regard de l'œuvre d'il y a 30 ans maintenant, c'est que finalement, elle avait peut-être peu de choses à nous raconter, que là, on est vraiment dans autre chose, dans ce que dans ce que le film a comme représentation de ces Pokémon légendaires qu'il met en avant. Et ça, c'est un très joli coup. Et encore une fois, grâce à ce film, on a Lugia en vedette de la version argent. Et donc, c'est très chouette. C'était une belle anecdote, je trouve. Donc, c'était une très belle chronique. Si vous êtes chaud pour regarder Pokémon 2, allez-y, il est sur Netflix, non ? Je sais plus s'il est sur Netflix. Moi, je l'ai vu dans le cadre de la chaîne YouTube Pokémon officielle. Et en fait, ils mettent à dispo des fois pendant 2-3 semaines les films. Donc là, on en arrive aux 4 et ils les mettent vraiment à dispo. Donc c'est plutôt cool. Il faut vraiment consulter cette chaîne YouTube. Elle est très riche, elle vit beaucoup. Ouais, vraiment, elle est super. Super, bon tuyau. Du coup, fin de l'émission. Est-ce que tu as des big up que tu souhaiterais faire avant de terminer ? Alors, j'ai des petits big up. Merci à Damien Girardot qui nous a laissé un commentaire Spotify en disant qu'il a adoré ta chronique What We Do in the Shadow et celle de Gran Turismo 7. Tu lui as donné envie de regarder la série. J'ai plein de personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour me dire que soit ils la connaissaient, ils étaient contents que j'en parle, parce que c'est une série qui est malheureusement pas assez connue, et d'autres personnes du coup qui ont essayé de regarder quelques épisodes et du coup qui ont accroché direct, et ça me fait plaisir. C'est vraiment, mon but c'était vraiment de la faire connaître, c'est pour ça que j'ai pas donné trop d'informations là-dessus, et ça a marché, et du coup ça me fait plaisir pour moi que cette série ait un petit peu de succès. À mon niveau, bien sûr. Il y a Enzo qui nous demandait si on allait parler du rachat d'EA, donc c'est fait, tu as été exaucé, Enzo. On a aussi, qui je peux citer, Alan qui me souhaitait un bon déménagement, je te remercie, ça s'est très bien passé même si c'était dur. Et donc sinon, on n'a pas eu de 5 étoiles cette semaine, en tout cas pas avec un commentaire, donc voilà, n'hésitez pas à bourrer les 5 étoiles et le formulaire du site web, enfin voilà, vous savez, vous connaissez la chanson.
Bah écoute, moi ça fut un plaisir d'animer cet épisode avec toi. De quoi tu parles la semaine prochaine ? Je ne sais pas encore, je suis en plein dilemme, donc je sais pas quel jeu je vais faire. J'hésite entre deux parce qu'il y a mon voyage au Japon à préparer et faut qu'on arrive à combler un petit peu les semaines. Donc voilà, je suis en train d'organiser ça, c'est pas clair dans ma tête. Surtout que moi aussi, j'ai nettement moins de temps pendant à peu près 1 mois et demi. Là, je vais être un peu charrette en timing. C'est vrai qu'il y a intérêt de bien s'organiser. Bon, on brain un peu devant vous, les gars, mais voilà. Mais sinon, bah écoute, plaisir partagé Kira, plaisir de partager la taverne du gamer avec vous, auditeurs. Donc jouez bien, amusez-vous à Elise si vous aimez ou Skillsong. Regardez des films, un Pokémon, Le pouvoir est en toi par exemple, des séries, celles que Kira nous a présentées la semaine dernière, écoutez de la musique, lisez des livres, bref, faites-vous plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.